Vous écoutez On lit pour vous. Ce que le 12 août dit de nous. Un texte de Télison Aurélien, paru le 11 août 2026 dans la presse. En 2014, deux jeunes auteurs jeunesse en avaient assez d'entendre que le livre québécois allait mourir. Patrice Cazot et Amélie Dubé. Ils n'ont pas écrit de manifeste, ni réclamé de commission, ni produit un rapport de 300 pages. Ils ont créé un événement qu'ils ont fait circuler sur Facebook. L'idée tenait en une ligne, le 12 août, acheter un livre d'ici. Dit comme ça, cela n'a l'air de rien. Dès la première année, les ventes de romans québécois ont triplé cette journée-là. En 2022, elles ont été 7 fois plus élevées que d'habitude. En 2024, 17 fois. Mercredi le 12 août a été la 13e journée. J'achète un livre québécois. Partout, de Rimouski à Bécomo, en remontant par Trois-Rivières et Sherbrooke jusqu'à Montréal, des libraires ont sorti leur table, reçu des auteurs, fait signer des albums à des enfants qui vont s'en souvenir longtemps. À Québec, Stephen Reynald, l'avaleur de livres, professeur d'histoire de l'art à la retraite, va promener une brouette pleine de livres dans la rue Saint-Joseph. 2 personnes découragées ont eu une petite idée et tout le Québec a répondu. On trouve ça normal et il y a quelque chose de beau là-dedans. On ne fait pas de tapage avec nos réussites. Mais à force, on finit par ne plus les voir du tout. Prenons 2 minutes pour regarder ce qu'on a construit. Quelques 9 millions de francophones sur un continent qui compte 400 millions d'anglophones. Rien ne laissait croire qu'on aurait des maisons d'édition, une rentrée littéraire, des prix, des traducteurs, un réseau de librairies indépendantes solides, des bibliothèques dans des villages de 1000 habitants. Tout ça existe en français. Reste une hésitation, et je la comprends, dire « on a fait ça ». Est-ce que ce n'est pas déjà se vanter un peu? Je ne crois pas. La différence tient à ce qu'on regarde. Se vanter, ça demande un voisin. On jette un œil par-dessus son épaule pour vérifier qu'on est plus grand. La fierté n'a besoin de personne. Elle regarde l'ouvrage. Elle dit « on a fait ça », pas « on a fait mieux que ». Et un livre en est la preuve la plus tranquille du monde. Quand vous en écrivez un, personne ne perd quoi que ce soit. C'est peut-être là que se trouve une part de réponse aux questions qui nous nouent le ventre depuis longtemps. Ça commence par un geste tout simple, lire. Michel Jean publie Kokoum et voilà qu'on lit l'histoire d'une famille inoue qui voyage de Mashteuiatch à Paris, comme on lirait celle de sa propre famille. Une vie de plus racontée, une place de plus dans la bibliothèque et pas une virgule enlevée à personne. C'est ce qu'il y a de beau avec les livres, on peut toujours en ajouter. Regardez-la, cette bibliothèque. Michel Tremblay, qui nous a appris qu'on pouvait écrire une œuvre universelle en partant de son propre quartier. Gabriel Roy, qui a regardé Saint-Henri avec assez d'attention pour que le monde entier finisse par s'y reconnaître. Kim Thuy, qui fait du français une langue qu'on peut encore trouver belle après l'avoir apprise. Monique Proulx, qui écoute Montréal mieux que personne. Dany Laferrière, qui siège à l'Académie française. Jacques Goldstein, qui apprend à nos enfants à douter en 3 traits de crayon. Laura Ève Lambert et Éric Chacour, primés à Paris. Hélène Dorion, dont les poèmes sont étudiés dans les lycées français. Joséphine Bacon, qui écrit dans une langue plus vieille que le pays. Et la liste pourrait s'allonger encore longtemps. Et malgré tout, il nous arrive de nous inquiéter pour l'avenir de notre langue et cette inquiétude a ses raisons. On ne discute pas avec une mémoire, mais une culture se rassure en créant. Aucun peuple n'a jamais disparu parce qu'on l'avait trop lu. Au contraire, on s'efface le jour où on cesse d'écrire, de chanter, de trouver que ce qu'on fait mérite d'être gardé. Chaque livre publié ici est une preuve de plus qu'on existe.
Il y en a beaucoup, et il y a ce que la lecture fait et que rien d'autre ne fait aussi bien. Pendant 200 pages, vous devenez quelqu'un d'autre. Vous entrez dans une tête qui n'est pas la vôtre, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, et vous revenez chez vous à la fin. Le même, mais un peu plus large. Il n'y a pas de meilleure école pour apprendre à accueillir, et personne ne s'est jamais perdu en lisant. On en revient toujours. Ce jour-là, celui du mouvement, j'achète un livre québécois, la même scène se répète dans de nombreuses librairies. Une libraire met un roman dans les mains de quelqu'un qui n'a rien lu depuis le cégep, et la personne ressort avec 2 livres, un peu gênée d'être aussi contente. Alors, le 12 août, entrez dans une librairie, pas par devoir, pas par charité pour les auteurs non plus. Entrez parce que ça fait du bien et parce qu'il y a peut-être là, dans une vitrine, un des beaux moments de votre année. Vous n'aurez pas l'impression de faire un geste politique, mais vous en ferez un quand même. C'est notre spécialité nationale, faire des choses extraordinaires avec l'air de faire des choses ordinaires. 2 auteurs découragés, un événement sur Facebook et 13 ans plus tard, une fête du livre dont on parle jusqu'en France. En créole haïtien, on dit « Menanpil chepalou », ce qui signifie « beaucoup de mains et la charge cesse d'être lourde ». C'est exactement ce qui se passe ici depuis 13 ans. Reste à s'en apercevoir, une fois par année au moins. Disons le 12 août. C'était ce que le 12 août dit de nous, un texte de Télison Aurélien paru le 11 août 2026 dans la presse. Emma et Noah ont été les prénoms de bébés les plus populaires en 2025. Un texte de Félix Côté, paru le 18 juin 2026 dans Info Bref. Retraite Québec publie chaque année la liste des prénoms les plus souvent donnés aux nouveau-nés dans la province. Chez les filles, Emma arrive en tête pour une 2e année consécutive avec 485 filles prénommées ainsi. Oliva, Charlotte, Alice et Florence complètent le top 5 chez les filles. Chez les garçons, Noah a été le prénom le plus donné pour une 5e année de suite. Léo, Liam, Arthur et Louis complètent le top 5 chez les garçons. C'était Emma et Noah ont été les prénoms de bébés les plus populaires en 2025. Un texte de Félix Côté, paru le 18 juin 2026 dans Info Bref. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1944, défilé des troupes américaines sur les Champs-Élysées. Quelques jours après la libération de Paris, environ 15 000 soldats américains de la 28e division d'infanterie défilent sur les Champs-Élysées sous les acclamations de la foule parisienne. Ce défilé, à la fois militaire et symbolique, célèbre la fin de l'occupation allemande dans la capitale française. Il renforce les liens entre la France libérée et ses alliés américains. Cette image reste aujourd'hui l'un des symboles marquants de la libération de la France. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août.
Près du tiers des Québécois souffrent d'insécurité alimentaire, un texte de Félix Côté, paru le 9 juin 2026 dans InfoBref. Selon un sondage léger réalisé pour Centraide du Grand Montréal, la proportion des Québécois touchés par l'insécurité alimentaire est passée de 22 % l'an dernier à 30 % cette année. Les personnes concernées vivent au moins l'une des situations suivantes. Elles n'ont pas les moyens de manger des repas équilibrés, elles craignent de manquer de nourriture, elles mangent moins par manque d'argent, elles n'ont parfois plus de nourriture à la maison. L'alimentation est la première préoccupation financière des répondants, devant le logement et les dépenses liées aux enfants. C'était près du tiers des Québécois souffrent d'insécurité alimentaire, un texte de Félix Côté, paru le 9 juin 2026 dans InfoBref. Faut-il vraiment occuper un enfant qui s'ennuie? Les scientifiques apportent une réponse. Un texte de Véronique Molena, paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Je m'ennuie. Une phrase redoutée par bien des parents pendant les vacances, surtout lorsqu'elle interrompt un rare moment de tranquillité. Pourtant, loin d'être un problème à résoudre à tout prix, l'ennui pourrait être précieux pour les enfants. Imagination, créativité, connaissance de soi, bien-être mental. Les scientifiques expliquent pourquoi il est parfois préférable de les laisser chercher eux-mêmes de quoi s'occuper. Vous profitez tranquillement de vos vacances. Les cigales chantent. Tout est calme. Vous êtes allongé sur votre transat. Vous bouquinez. Enfin un peu de repos. Soudain, votre fille de 8 ans, à qui vous avez interdit les écrans durant les vacances, surgit de nulle part. « Je m'ennuie. » Que faire? Posez votre livre pour vous lancer dans une activité avec elle ou bien l'inciter à trouver toute seule une occupation. Le dilemme est typique de nombreux parents d'aujourd'hui. Par peur du vide, on n'hésite plus à proposer à un enfant qui ne sait pas quoi faire de regarder un film, de faire un gâteau avec lui, de l'amener à la piscine. Mais est-ce la bonne réponse? Voyons ce qu'en disent les scientifiques. Ne rien faire pour laisser plus de place à l'imagination. La pratique du sport, de la musique ou d'autres activités organisées est certes bénéfique au développement physique, cognitif, social et culturel des enfants, explique dans The Conversation Teresa Bolton, experte dans l'impact des émotions sur le comportement et l'apprentissage. Mais les enfants ont aussi besoin de temps pour eux. Du temps pour se déconnecter des sollicitations incessantes du monde extérieur. Du temps pour rêvasser, pour penser, pour s'inventer des occupations, pour découvrir leurs talents et leurs centres d'intérêt. Et c'est vrai, les spécialistes de la question s'accordent pour dire que l'ennui agit comme un état psychologique régulateur. En signalant des besoins insatisfaits et en motivant le changement, il est en effet susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et un engagement porteur de sens. Selon Anke Zebig, chercheuse en psychologie de l'éducation à la Brandenburg University of Technology Cottbus Sennfeldberg, Allemagne,
et auteur d'un article publié en 2023 dans Frontiers in Sociology, l'ennui crée un espace propice à la contemplation, au traitement de l'information, à l'invention et à l'imagination, ainsi qu'à l'exploration et à des expériences sociales, cognitives ou émotionnelles inédites, tout en stimulant le changement. L'ennui bénéfique s'il est perçu comme une expérience positive. Mais pour que l'ennui exerce cet effet bénéfique régulateur, le contexte, notamment familial, et la perception positive ou négative de cet état mental joueraient un rôle fondamental. Selon un article publié en 2022 dans le Journal of Personality, les jeunes qui perçoivent l'ennui comme un phénomène normal, ou en tout cas qui n'a rien de négatif, font état d'un meilleur bien-être mental. Les croyances à l'égard de l'ennui semblent donc modérer son impact psychologique. Et c'est là que le rôle des parents peut tout changer. En valorisant l'ennui, ou en tout cas en le dédramatisant, on aide l'enfant à accepter plus sereinement de ne pas être diverti ou de n'avoir rien à faire, et on l'incite à se reconnecter à ses besoins profonds, ses envies, son imaginaire. S'ennuyer pour être plus créatif et mieux dans sa tête. Car l'ennui peut offrir un véritable espace de liberté, estiment les spécialistes. Selon Ewa Duda Maciejewska, enseignante-chercheuse spécialisée dans l'éducation innovante à l'université Civitas de Varsovie, cet état est propice à la connaissance de soi, à l'introspection, à la pensée créative, des effets à l'opposé de ceux que produit la stimulation numérique permanente, passivité cognitive, uniformisation de la pensée, externalisation des émotions, déconnexion corporelle. Finalement, en incitant l'enfant à s'appuyer davantage sur ses ressources propres, l'ennui va favoriser le passage à l'action, notamment l'engagement créatif et la recherche d'activités porteuses de sens. Or, une étude publiée dans Behavioral Sciences le montre. Parvenir à être créatif dans des situations où l'on est contraint confère une meilleure estime de soi et un état d'esprit plus optimiste et génère davantage d'émotions positives. Au contraire, les enfants qui disposent de moins d'exutoires créatifs internes présentent des niveaux plus élevés de dépression et de rumination mentale. La bonne dose. Si l'ennui a indéniablement des vertus en incitant au mouvement et à la découverte de soi, tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités à l'exploiter. Chez les enfants à haut potentiel, par exemple, l'ennui peut entraîner un désengagement. C'est particulièrement visible dans le cadre scolaire, bien que ces enfants aient aussi tendance à avoir plus facilement de l'intérêt pour des activités. Il est donc important de veiller à ce que le manque d'activité planifiée ne soit pas contre-productif, en veillant au comportement de l'enfant quand il doit s'occuper seul. Par ailleurs, il est bon de ne pas prolonger trop longtemps les temps d'ennui. L'étude publiée dans Journal of Personality montre par exemple que chez les ados, quand ce temps est trop prolongé, il peut générer une insatisfaction, des sentiments dépressifs et des comportements à risque. C'était « Faut-il vraiment occuper un enfant qui s'ennuie ?» Les scientifiques apportent une réponse, un texte de Véronique Molena, paru le 2 août 2026 dans Futura Science. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1945,
Le général MacArthur arrive au Japon. Le général américain Douglas MacArthur débarque au Japon afin d'y établir le quartier général de l'occupation alliée après la capitulation japonaise. Il devient l'administrateur de facto du pays pendant les années qui suivent, supervisant sa reconstruction politique et économique. Sous son autorité, le Japon adoptera une nouvelle constitution pacifiste en 1947. Cette occupation transformera profondément la société japonaise de l'après-guerre. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. Il n'y a rien qu'on peut faire. Un texte d'Anthony Ouellet paru le 19 juillet 2026 dans la presse. Contrairement à ce qu'affirme le président américain, mi-juillet 2026, le mauvais entretien des forêts canadiennes n'est nullement en cause dans les brasiers actuels, selon un expert interrogé par la presse. Peut-on accorder une quelconque crédibilité à cette critique sur un prétendu mauvais entretien des forêts au Canada? Pas du tout, répond sommairement Yves Bergeron, professeur émérite à l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, et au Centre d'études de la forêt de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, spécialisé dans les incendies forestiers. Il explique que M. Trump se base probablement sur la Californie et l'Oregon, deux États où les incendies de forêt suivent un régime mixte. Le brasier commence donc avec une faible intensité et ne brûle pas dans la couronne des arbres, mais il peut s'étendre dans des sous-bois et devenir un feu de cime, donc un incendie plus important. Dans un tel régime, on peut enlever les petits arbres des sous-bois pour éviter cette situation, ce que font la Californie et l'Oregon. Or, au Canada, ce qu'on a, c'est des feux de cime uniquement. Autrement dit, dès qu'un coup de foudre tombe, la forêt peut brûler, le feu se propageant par le sommet des arbres. Quand Donald Trump affirme ça, il a tort. Comme Canadien, il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher les feux, note M. Bergeron. Pourrait-on tout de même adopter de meilleures pratiques en prévention ou en protection des communautés? Oui, assurément, affirme M. Bergeron. Lors des grands incendies qui ont frappé le Québec en 2023, on croyait bien avoir perdu le hameau de Clova, en Mauricie, et dans les derniers jours, en Ontario, la communauté autochtone de Collins a été détruite par les flammes. En ce sens, Yves Bergeron estime que le Canada n'en fait pas assez en prévention et en protection des collectivités. On a surtout espoir qu'on va éteindre les feux. En ce moment, la majorité des incendies sont hors contrôle. Tout en acceptant le fait qu'il y aura inévitablement des brasiers, le Canada doit tenter de réduire ses émissions de CO2 qui contribuent au changement climatique et facilitent l'embrasement des forêts et adopter des moyens de protection comme le développement de l'agriculture autour des communautés, l'élagage des arbres sur les terrains résidentiels et l'aménagement de tranchées en bordure des villes dans les régions à risque. Est-ce que des pays qui ont un régime d'incendie semblable à celui du Canada réussissent à avoir une meilleure protection? La Suède et la Finlande sont de bons exemples, selon M. Bergeron. Là-bas, la prévention contre les incendies forestiers et les interventions sont meilleures qu'au Canada, affirme l'expert. On dit souvent qu'il n'y a pas un arbre à plus d'1 kilomètre d'une route asphaltée. Imaginez si la Sopfeu avait un tel accès. Malheureusement ou heureusement, on a beaucoup moins de routes ici, dit-il. L'occupation du territoire explique donc pourquoi ces pays réussissent mieux qu'ici. On pourrait s'inspirer de certaines pratiques, mais une vraie comparaison demeure difficile, puisque la réalité canadienne est distincte de celle des pays scandinaves. Doit-on s'attendre à d'autres étés difficiles de la sorte?
Absolument, répond l'expert. Même si, dans les dernières années, la superficie couverte par les incendies dans l'Est du Canada ne dérogeait pas de la variabilité naturelle attendue, les prochaines années pourraient être plus difficiles. En effet, les simulations montrent que les incendies vont augmenter partout, puisque les précipitations ne fourniront plus pour contrer la hausse de la température. Ce phénomène s'observe déjà, selon lui, dans la région de la baie James. Justement, la SOPFEU recense cette année un nombre excessivement élevé d'incendies forestiers dans sa zone nordique, qui recouvre notamment la région de la baie James, en raison d'une sécheresse et d'une chaleur anormale, selon Léa Bédard-Beaulieu, conseillère en prévention et en communication de l'organisation. En date du 18 juillet, 277 incendies avaient été recensés dans cette zone depuis le début de l'année, soit environ 5 fois plus que dans les années précédentes. Comment peut-on faire pour ne pas empirer la situation actuelle? Outre la situation particulière en zone nordique, les régions du sud du Québec enregistrent un été plus normal, selon Mme Bédard-Beaulieu. Le nombre d'incendies s'y trouve dans la moyenne. Dans ces régions, note Yves Bergeron, l'activité humaine est la principale cause des brasiers. Il faut donc être vigilant lors des activités extérieures. Chez nos voisins ontariens, la situation est catastrophique dans le nord-ouest de la province. Près de 200 incendies y sont répertoriés et de nombreuses évacuations ont dû être réalisées depuis la mi-juillet 2026. C'était « Il n'y a rien qu'on peut faire », un texte d'Anthony Ouellette paru le 19 juillet 2026 dans la presse.